Si vous vous souvenez du prologue, je vous parlais de cette règle sur le forum qui nous invitait à alterner les récits difficiles et plus légers. J'ai essayé au début, mais progressivement, j'ai surtout abordé des thèmes pas bien drôles. Et ça va être compliqué cette fois encore avec ce dernier épisode. Même si je vais vous parler du type le plus drôle que j'ai pu connaître. Eric, c'est une personnalité comme on ne rencontre pas des masses dans la vie. Un type avec qui je serais sur le papier particulièrement incompatible. À vouloir tout le temps se faire remarquer, puis des années plus tard, politiquement, à l'opposé de mes convictions. Mais sur d'autres points, et notamment des choses profondes et tout ce qui ne se dit pas, on est en phase. Et ça suffit largement. Je pense que je le vois pour la première fois devant le collège en train de se faire engueuler par son père, ou peut-être devant l'école de karaté, j'ai un doute. Tout le monde le connaissait, ou au moins de réputation. J'avais retenu son nom parce qu'on avait un point commun tous les deux, notre nom de famille est plutôt complexe. Toute notre vie, on a entendu les gens bégayer en essayant de le lire, on a même eu droit à la fameuse phrase « Ah ben, ça doit faire un max 2 points au Scrabble !» Une blague qu'un professionnel de l'humour qui travaille un minimum ne ferait jamais, puisque les noms propres ne sont pas autorisés au Scrabble. Bande d'amateurs. Le côté bagarreur et cette tendance à vouloir se faire remarquer, c'est vraiment pas mon truc. Alors c'est juste un de ces types dont on me raconte les frasques et que je cherche pas trop à voir. Pourtant, on va se retrouver un jour à parler jeux vidéo. Je le sens passionné, je le suis aussi, et il m'invite à venir chez lui pour jouer à un vrai jeu dur à cuire. The Magical Quest starring Mickey Mouse. Oui, un jeu avec Mickey, plutôt sympa, développé par le studio préféré d'Eric, Capcom. Capcom que vous connaissez peut-être pour la série des Street Fighter, qui est d'ailleurs son jeu préféré. Et là, on est plus dans son domaine, la bagarre. Dans sa chambre, je capte dès l'entrée sa collection de disques. Il a tous les albums d'Iron Maiden. C'est son groupe préféré, et moi aussi j'aime beaucoup. Au final, cet idiot bagarreur est quand même vraiment sympa. Il aime des trucs cool. Et puis alors, qu'est-ce qu'il peut raconter comme bêtises ? C'est incroyable, on rigole non-stop avec ce mec. Il invente sans cesse des jeux de mots, des histoires complètement impossibles. Et même quand il raconte des choses qu'on a vécues ensemble, on l'écoute parce qu'il en rajoute tellement que ça n'a presque plus rien à voir. Pendant une période, il aimait faire des blagues téléphoniques. Ça nous faisait pleurer de rire. Il y a eu cette fois où il a appelé un particulier qui vendait une maison en prenant la voix d'E.T. et en répétant frénétiquement « Maison, maison, maison !» Cette autre fois où il avait appelé un gars pour lui expliquer qu'ils étaient de jeunes tortues dans une vie antérieure. Et puis le magasin de vélo où il voulait se faire rembourser parce qu'il tombait du vélo qu'il venait d'acheter. Et le brave vendeur qui lui dit qu'il faut trouver l'équilibre. Ce à quoi Eric avait répondu évidemment « Et où je peux l'acheter ça, l'équilibre ?» Il prenait des voix différentes et à aucun moment il ne rigolait. Un vrai pro de l'improvisation. Plus tard, il a commencé à faire des séances de spiritisme, à faire bouger la table et tous ces trucs. C'était bien sûr complètement bidon, mais il a traumatisé une de nos amies. Elle y a cru à fond, et plus elle y croyait, plus il en rajoutait. C'était génial pour lui d'avoir quelqu'un qui est persuadé que tout était vrai. Sauf que des années encore après, elle en parlait comme d'une vraie expérience, et même si on lui a expliqué comment on faisait, elle n'en démordait pas. Il y avait eu quelque chose ce soir-là. Une présence. Et puis il y a la légende de l'escargot-garou, transmise par tradition orale depuis des temps immémoriaux. On se retrouve un jour tous les deux à Paris, dans un bar, une de ses amies est là, et on commence très sérieusement à parler de ça au bout de quelques bières. Nous lui avons expliqué cet étrange phénomène qui rend les escargots très dangereux lors de la pleine lune. Elle rigole au début, mais nous on est super sérieux. On se renvoie la balle, on rapporte des témoignages, on parle de morsures d'escargots sur les tentes et les roues de voiture, la disparition de chats, ça dure un moment, et on lâche jamais un sourire. On voit un début de doute s'installer dans les questions qu'elle nous pose. Elle sait plus trop si on déconne. Elle finit par demander avec un drôle d'air « Non mais c'est des conneries ?» On est tellement fiers d'avoir réussi à la perturber. C'était devenu un truc entre nous d'inventer des histoires impossibles, d'en rajouter des tonnes tout en restant sérieux pour voir si on nous croyait. Des fois on reste tellement dans le rôle qu'on attend des jours, voire des semaines pour s'en reparler et en rigoler. Avec quelques potes à lui, il va fonder un groupe de métal. Bien entendu, il est chanteur, hein, on voit que lui sur scène. La première fois que je l'ai vu en concert, il ne savait pas que je serais là. Quand il me capte dans la foule, il me fait de grands gestes super contents. Il est dans son élément. Et je suis tellement heureux que j'en ai des frissons et les larmes qui montent. Il fait rire tout le monde sur scène entre les chansons. Il a toujours voulu faire rire les gens. Et pourtant, Eric, c'est comme moi. Il veut se marrer, tout le temps,
mais au fond de lui, ça rigole pas tous les jours. C'est un gars qui a fait beaucoup de sport. Il est costaud, plutôt beau gosse, mais pour autant, il a peu confiance en lui. Dans sa jeunesse, sa taille et son apparence le complexaient. Ce manque de confiance était toujours un peu là. Alors il se testait tout le temps, il voulait toujours se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Il y avait sûrement d'autres choses qui n'allaient pas, mais nous n'en parlions pas. Avec le temps, il est devenu très charmeur, mais il y aura une histoire plus importante que les autres. Avec cette femme, il vivra ça différemment. Il avait peur qu'elle le quitte, et paradoxalement, il faisait presque tout pour que ça arrive, en étant parfois odieux avec elle. Ouais, moi aussi j'étais odieux avec Mélina, mais pas autant. Et puis, c'est arrivé, elle l'a quitté. On ne parle pas de tout ça en détail, mais un jour je lui expliquerai que certains comportements m'ont choqué. Il se livrera un peu, et me dira qu'il l'aimait plus que tout, et qu'il lui a fait du mal et qu'il s'en voudra toute sa vie. Et puis, il est comme moi. Il boit pour s'autodétruire. Des fois, c'est flagrant qu'il n'est pas juste venu faire la fête. On se retrouvera à parler suicide assez sérieusement à plusieurs reprises, quand on se retrouvera seul. Je n'en parlais pas de cette façon avec grand monde à cette époque. Les conversations 100% sérieuses sont rares avec lui. On a tous les deux ces réflexes de ponctuer des moments sérieux de blagues et de jeux de mots stupides, parce qu'on sent qu'on se laisse aller et qu'on veut pas le montrer, par fierté ou par peur de gêner. Quand je suis revenu vivre dans le sud, on m'a appris un jour qu'il allait se faire opérer à cause d'une tumeur au cerveau. Il ne nous avait rien dit, sûrement pour pas qu'on s'inquiète. Quand il n'allait pas bien, il disparaissait, il s'isolait, et puis il revenait d'un coup comme si de rien n'était. C'est assez choquant. Mais le cancer avec ma mère, je connais. On doit pas être seul. Alors je suis à l'hôpital juste après son opération et il me raconte comment ça s'est passé. Si vous savez pas comment se déroulent les opérations du cerveau, il faut savoir qu'une fois le crâne ouvert, on réveille le patient, parce que durant l'opération, il faut contrôler qu'on n'endommage rien. Pour vérifier que tout va bien, une personne pose des questions, et parfois montre des fiches avec des animaux, par exemple, où il faut dire mouton quand c'est un mouton. On observe le temps de réponse, le fait que la réponse soit juste, vous l'avez compris, c'est très sérieux. Il me raconte tout ça, et on commence tous les deux à sourire. Je lui demande s'il n'était pas tenté de répondre des conneries juste pour rigoler. Et évidemment, tout le temps, il avait envie de répondre girafe quand c'était une vache. C'était une torture de pas pouvoir blaguer. Surtout que c'était super long tout ça. On en rigole, on dédramatise. Et je pars de l'hôpital en me disant qu'il va bien, je suis rassuré. Le lendemain, au réveil, il n'arrive plus à parler. C'est fréquent, il faut du temps et quelques séances chez un orthophoniste pour que ça revienne. D'autres traitements suivront. Il se rase le crâne parce qu'il perd ses cheveux. On en rigole aussi, parce qu'il faut bien, et parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Si ça m'arrive, je ferai des blagues moi aussi. À vrai dire, j'ai déjà prévu plein de trucs. L'humour, ça se prépare. C'est comme ça qu'on fait quand c'est trop dur. On rigole parce que ça, on sait le faire. Et on accepte la souffrance en silence. Parce qu'on ne sait pas en parler et qu'on ne veut pas que les autres soient tristes. À un moment donné, il doit avoir une nouvelle opération au cerveau. Je l'apprends juste après le décès de ma mère. Il n'a pas besoin de savoir que ma mère est morte des complications d'un cancer, alors qu'il va se faire opérer. On n'en parle pas. Je ne sais même plus quand je lui en ai parlé d'ailleurs, ou si c'est quelqu'un qui lui a dit. On voit tous que son état ne s'améliore pas, mais on préfère continuer de vivre comme avant. On organise régulièrement des soirées jeux vidéo, des soirées comme à l'époque, jeux multijoueurs sur le même écran, rire, pizza, Fanta, parce qu'il boit plus, et ça me va d'ailleurs, parce que je veux moins boire moi aussi. On rigole de ses galères à trouver les menus alors qu'on sait bien que c'est parce qu'il a du mal à lire. On rigole du fait qu'on s'endort devant l'écran épuisé parce qu'on est plus tout jeune. Mais on s'éclate et on en profite sans se poser de questions sur l'avenir, comme quand on était gamin. Ces soirées étaient fabuleuses. Sa santé se dégrade de plus en plus vite. Je le revois une fois tout seul à la terrasse d'un café. Je le sens vraiment diminuer. Je sais qu'après, il ne sort plus tout seul. Son père l'accompagne. C'est plus prudent. J'ai peur de pas tenir le coup si je le croise comme ça, parce que je vais mal moi aussi. Depuis quelque temps, ma dépression est revenue. Je me dis que c'est en partie à cause du boulot, de cette société individualiste décomplexée, et pour des tas de raisons qui m'empêchent de dormir. Je ne contrôle plus mes pensées, mes émotions, mes angoisses, mon désespoir. Je suis épuisé moralement. Durant cette période, j'espère chaque soir m'endormir et puis me réveiller. Avec le soutien d'un petit groupe sur internet, j'ai fini par me motiver à aller voir un médecin. Leur réponse me rassure sur la possibilité d'aller mieux. Et je veux aller mieux. Je vois un psychiatre et je prends un traitement depuis peu de temps quand j'apprends qu'Eric est mis sous sédation profonde. La sœur d'Eric nous l'annonce en utilisant son compte Facebook, pour avertir un maximum de ses amis. Elle nous dit également la dernière chose qu'il voulait nous dire à tous. Il nous aimait et aimait la vie.
Il aimait la vie. J'ai envie de le voir une dernière fois, même si je m'imagine qu'il n'aurait pas voulu que je le voie comme ça. De toute façon, il ne se réveillera plus. Mon traitement psy fonctionne bien, je me sens solide, alors je finis par demander à son meilleur ami, qui aura été auprès de lui jusqu'au bout, si c'est possible. On décide de se retrouver chez les parents d'Eric. Sa sœur m'accompagne dans la chambre. Il semble simplement dormir, mais je sais bien qu'en partant, je ne le reverrai plus. Je lui parle dans ma tête parce que je n'ose pas dire ça à haute voix. Je t'aime, mon pote. On discute un temps avec sa sœur et sa mère, puis je pars. Il marche vraiment bien, ce traitement. J'ai tenu le coup jusqu'au bout de la rue. Personne ne m'a vu pleurer. Le jour de l'enterrement arrive, quelques vieux amis sont là, mais je vais vite rentrer chez moi. Je sens que ça va être compliqué pour moi si je reste, malgré le traitement qui m'empêche de trop pleurer. Les mois qui suivent, on se dit pas mal de choses avec le psychiatre et avec une psychologue. Et ça me bouscule pas mal. Le psychiatre m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. Cette info en tête, je revois tous ces épisodes de ma vie avec un regard nouveau. Je comprends mieux la façon dont je vivais et ressentais les choses. Je travaille sur des stratégies pour mieux vivre ce qui se passe dans ma tête. Je prends conscience de tout ça. C'est dur, mais je progresse. Je le vois. J'ai eu raison d'aller voir un psychiatre. Je me dis que j'aurais dû y aller bien avant. Mais ce qui compte, c'est que j'y sois allé. Et que je sois suivi. Et plus tout seul à gérer ça. Les derniers mots d'Eric partagés par sa sœur m'ont marqué et résonnent souvent en moi. Il aimait la vie. J'ai pas envie d'attendre de voir la fin arriver pour me dire ça. À suivre, épilogue.